Le 17 avril 2026, à l'aéroport international Jorge Chávez de Lima, un avion privé en provenance de Fort Worth au Texas se pose sur le tarmac réservé aux délégations officielles. À son bord, une équipe de dirigeants de Lockheed Martin, accompagnés de responsables du département de la défense américain. Dans leurs attachés-cases, les documents finaux d'un contrat de 3,5 milliards de dollars portant sur la vente de 24 chasseurs F-16 Block 70 à la Fuerza Aérea del Perú. La signature technique est programmée à 7 heures du matin à la base aérienne de Las Palmas. La cérémonie officielle est prévue à 17 heures au palais présidentiel devant les caméras de la presse péruvienne et internationale. Les créneaux d'assemblage sont déjà réservés dans l'usine texane. Les ingénieurs américains ont préparé les fichiers de configuration spécifiques à l'armée de l'air péruvienne. Les avocats d'affaires ont relu chaque clause du contrat pour la dernière fois dans l'avion entre Dallas et Lima. Tout est prêt, tout est verrouillé, et quelques heures avant la cérémonie, le président péruvien José María Balcázar décroche son téléphone et appelle la station de radio nationale Exitosa pour annoncer en direct qu'il annule la signature. Ces mots sont mesurés, mais leur effet est dévastateur. Engager 3,5 milliards de dollars pour le gouvernement suivant serait une mauvaise pratique pour un gouvernement de transition. Balcázar est au pouvoir depuis février. Il est le 8e président du Pérou en 10 ans. Les élections présidentielles sont prévues en juin. Il refuse de signer un chèque que son successeur devra honorer pendant 25 ans. Les dirigeants de Lockheed Martin, installés dans leur chambre d'hôtel à Lima, apprennent la nouvelle par la radio péruvienne. Pas par un appel du ministère de la Défense, pas par un message diplomatique, par la radio. Le plus grand fabricant d'armes de la planète, venu signer le plus gros contrat militaire de l'histoire du Pérou, découvre que tout est annulé en écoutant les informations locales comme n'importe quel chauffeur de taxi de Lima. Ce qui se passe dans les heures suivantes dépasse tout ce que les relations diplomatiques entre Washington et l'Amérique latine ont connu depuis des décennies. L'ambassadeur des États-Unis au Pérou, Bernie Navarro, un homme d'affaires d'origine cubaine nommé par Donald Trump, ouvre l'application X sur son téléphone et publie un message qui va faire le tour du monde. Si vous traitez les États-Unis de mauvaise foi et portez atteinte aux intérêts américains, soyez assurés que j'utiliserai, au nom du président Trump et de son administration, tous les outils disponibles pour protéger et promouvoir la prospérité et la sécurité des États-Unis et de notre région. Un ambassadeur des États-Unis vient de menacer publiquement un pays allié, membre du même hémisphère, partenaire stratégique depuis 2 siècles, parce que son président a osé reporter la signature d'un contrat d'armement de 3 jours. Pas annulé, reporter. Et cette menace n'est pas murmurée dans un couloir diplomatique. Elle est publiée sur les réseaux sociaux, visible par des millions de personnes, signée au nom du président des États-Unis d'Amérique. Dans les chancelleries européennes, dans les bureaux des attachés militaires de 30 pays, dans les salles de rédaction spécialisées du monde entier, une question commence à circuler. Si Washington menace publiquement un allié latino-américain pour un contrat de F-16, que fait-elle en coulisses aux pays qui envisagent de ne pas acheter américain du tout? Et la réponse à cette question se trouve dans un dossier que 3 capitales européennes connaissent parfaitement, parce qu'elles l'ont vécu dans leur propre chair, moins d'1 an avant le scandale de Lima. Ces 3 capitales s'appellent Lisbonne, Ottawa et Madrid. Et ce qu'elles ont en commun avec Lima dépasse la simple coïncidence commerciale. Le Pérou n'a pas choisi le F-16 Block 70 dans le calme d'une évaluation technique impartiale. Il l'a choisi après un renversement de décision orchestré entre 2 présidents dans un pays où le pouvoir change de main plus vite que les saisons. En juillet 2025, sous la présidente Dina Boluarte, l'armée de l'air péruvienne avait sélectionné le Gripen suédois de Saab. Le chasseur scandinave avait remporté la compétition face aux F-16 américains et aux Rafales français sur 2 critères simples, un coût unitaire inférieur et des délais de livraison plus courts. La presse spécialisée avait salué un choix pragmatique. Les analystes de défense avaient noté que le Pérou rejoignait le Brésil dans le club des opérateurs sud-américains du Gripen, créant une logique régionale cohérente. Puis Boluarte a été destitué en octobre 2025. Son successeur n'a tenu que 4 mois avant d'être lui aussi destitué. Et quand José María Balcázar est arrivé au pouvoir en février 2026,
8e président en une décennie, un comité d'évaluation d'État a réexaminé le dossier et renversé la décision précédente. Le Gripen était écarté. Le F-16 Block 70 devenait le vainqueur pour ce que le communiqué officiel qualifiait de critères techniques et géopolitiques. Personne à Lima n'a expliqué publiquement quels critères techniques avaient changé entre juillet et février, alors que les 3 appareils candidats n'avaient subi aucune modification entre les 2 évaluations. En revanche, un événement géopolitique majeur avait changé la donne pendant cette même période. Au début de l'année 2026, l'administration Trump avait accordé au Pérou le statut de Major Non-NATO Ally, une désignation qui ouvre l'accès à certains équipements militaires américains et à des programmes de coopération réservés aux partenaires privilégiés de Washington. Simultanément, un contrat d'1,5 milliard de dollars confié au US Army Corps of Engineers pour la construction d'une nouvelle base navale péruvienne était en cours de négociation. L'ambassadeur Navarro avait qualifié cette période de tournant historique dans les 200 ans de partenariat entre Washington et Lima. Le prix que le Pérou acceptait de payer pour ce tournant historique mérite qu'on s'y attarde. 24 F-16 Block 70 pour 3,5 milliards de dollars, soit environ 146 millions de dollars par appareil. Le F-16 est un chasseur monomoteur de 4e génération dont le premier vol remonte à 1974. Sa cellule a été modernisée au fil des décennies, son avionique a été mise à jour, son radar a été remplacé par un modèle à balayage électronique actif. Mais il reste structurellement un monomoteur léger conçu il y a plus d'un demi-siècle. Au même moment, sur un autre continent, le Rafale F4 se vend à l'exportation pour environ 120 millions d'euros, soit environ 130 millions de dollars. Le Rafale est un bimoteur omnirôle de 4e génération avancée. 2 réacteurs Safran M88 au lieu d'un seul General Electric F110. Un radar RBE2 à antenne active électronique, opérationnel depuis 2012. Un système de guerre électronique Spectra intégré à la cellule. 14 points d'emport pour 9 tonnes et demie de charge utile contre 7 points d'emport sur le F-16. Le Pérou paie 146 millions de dollars pour un monomoteur américain quand il pourrait payer 130 millions pour un bimoteur français dont chaque composant est libre de toute contrainte étrangère. La différence de prix est de 16 millions de dollars en faveur du Rafale. Par appareil, sur 24 machines, l'écart total dépasse 380 millions de dollars. 380 millions de dollars de plus pour un chasseur qui ne possède qu'un seul moteur, qui dépend intégralement de la chaîne logistique du Pentagone pour ses pièces détachées, ses mises à jour logicielles et ses munitions, et dont chaque heure de vol coûte 36 000 dollars contre environ 16 000 pour le Rafale, selon les chiffres publiés par le Government Accountability Office américain. Mais le prix et les performances ne sont pas la raison pour laquelle le Pérou a choisi le F-16. Le Pérou a choisi le F-16 parce que Washington voulait qu'il choisisse le F-16. Et quand un président péruvien a tenté de freiner ce choix de 72 heures, l'ambassadeur des États-Unis l'a menacé publiquement devant le monde entier. Le 22 avril, 5 jours après l'annulation de la cérémonie, l'ambassadeur Navarro se rend à un petit déjeuner de travail avec le Premier ministre péruvien, Luis Arroyo, dans un hôtel du centre de Lima. Ce qui se dit autour de cette table n'a jamais été rendu public. Mais ce qui se passe dans les heures qui suivent ce petit déjeuner raconte toute l'histoire. À la mi-journée, Navarro publie un deuxième message sur le réseau social X. L'ambassade des États-Unis confirme qu'une signature technique entre parties autorisées a eu lieu le 20 avril 2026 avec la pleine connaissance des plus hauts niveaux du gouvernement péruvien. Les États-Unis ont appris le report par la radio nationale. Il y a une manière correcte de faire des affaires sérieuses et crédibles. Puis il ajoute une phrase qui sonne comme un ultimatum commercial déguisé en conseil amical. Quand un fabricant planifie la livraison d'un produit de ce calibre, il n'existe pas de petits retards sans conséquences. Chaque retard entraîne des coûts significatifs. Le même package ne sera pas disponible dans quelques mois, ni même dans quelques semaines, en raison de l'augmentation des coûts fournisseurs et de l'intérêt d'autres pays. En langage clair, le message est limpide. Si vous ne signez pas maintenant, le prix monte et la place dans la file d'attente disparaît. C'est exactement la technique de vente utilisée par les concessionnaires automobiles de banlieue quand un client hésite devant un SUV en promotion. Sauf qu'ici, le SUV coûte 3,5 milliards de dollars
et le vendeur représente la première puissance militaire de la planète. Quelques heures après la publication de ce message, les deux hommes qui avaient porté le dossier F-16 au sein du gouvernement péruvien posent simultanément leur démission sur le bureau du président Balcazar. Le ministre de la Défense, Carlos Díaz Danino, rédige une lettre dont la première phrase est d'une brutalité inhabituelle pour un document officiel. Une décision stratégique a été prise dans le domaine de la sécurité nationale avec laquelle j'ai un désaccord fondamental. Le ministre des Affaires étrangères, Hugo de Zella, va encore plus loin. Il accorde une interview à la radio locale dans laquelle il déclare sans détour que le président a menti au pays. Deux ministres régaliens, la Défense et les Affaires étrangères, quittent le gouvernement le même jour en accusant leur propre président de mentir à la nation sur un contrat d'armement. Le chaos institutionnel est total. Et pendant que les éditorialistes péruviens s'étripent sur les plateaux télévisés de Lima, un détail passe inaperçu dans le fracas politique. Le même 22 avril, le ministère péruvien de l'économie et des finances confirme avoir transféré 462 millions de dollars à Lockheed Martin. Premier paiement du contrat. Le président avait annulé la cérémonie. Les ministres avaient démissionné. Le pays était plongé dans une crise politique qui faisait la une de la presse sud-américaine. Et malgré tout cela, l'argent a quitté les caisses de l'État péruvien pour atterrir sur les comptes de Lockheed Martin à Bethesda, dans le Maryland. 462 millions de dollars arrachés à un pays dont le président intérimaire venait publiquement de déclarer qu'il ne voulait pas engager cette dépense. La suite est encore plus révélatrice. Pour remplacer le ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Balcazar nomme Carlos Pareja Ríos, 75 ans, diplomate de carrière. Son poste précédent le plus notable dans une longue carrière au service de la diplomatie péruvienne était ambassadeur du Pérou aux États-Unis. L'homme qui remplace le ministre parti en claquant la porte à cause de la pression américaine est un ancien ambassadeur à Washington. Pareja avait publiquement critiqué la position de Balcazar sur le report du contrat avant même d'être nommé. En d'autres termes, le nouveau chef de la diplomatie péruvienne avait déjà pris le parti de Lockheed Martin contre son propre président avant de recevoir le portefeuille ministériel. Le signal envoyé à Washington est d'une clarté absolue. Lima plie. L'ambassadeur Navarro confirme sur les ondes locales que le Pérou prévoit 2 escadrons de 12 F-16, avec les premières livraisons programmées pour 2029. Il précise que le contrat inclut 2 systèmes d'armes jamais installés sur un F-16 auparavant, sans préciser lesquels. Et il prononce une phrase qui résume toute la philosophie commerciale de Washington dans l'hémisphère sud. La confiance est fondamentale dans les affaires et entre les pays. Le Pérou a rempli son engagement. La confiance. Le mot est prononcé par l'homme qui a menacé publiquement ce même pays 5 jours plus tôt. Ce qui s'est passé à Lima en avril 2026 n'est pas un incident isolé. C'est la manifestation la plus brutale d'un mécanisme que Washington applique depuis des décennies sur chaque continent où un pays ose hésiter entre un chasseur américain et une alternative. Le Pérou n'est que le dernier nom sur une liste qui s'allonge d'année en année. En 2000, la Grèce annonce l'acquisition de 60 Eurofighter Typhoon pour moderniser son armée de l'air. Athènes veut un chasseur européen capable de rivaliser avec les F-16 turcs de l'autre côté de la mer Égée. 4 ans plus tard, en 2004, le gouvernement grec annule l'intégralité de la commande. La raison officielle invoque la nécessité de financer les Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. La raison officieuse est connue de tous les attachés militaires en poste à Athènes. Le consortium à 4 nations n'a pas réussi à livrer un appareil dont les performances justifiaient le prix demandé et Washington a proposé des F-16 supplémentaires avec des conditions de financement que le consortium européen ne pouvait pas égaler. Athènes achète américain. Puis en 2021, quand la Grèce décide enfin de se doter d'un chasseur européen de nouvelle génération, elle ne regarde même pas du côté du consortium. Elle signe pour 18 Rafales avec Paris. Le pays qui avait annulé 60 Eurofighter a choisi l'avion français sans hésiter 17 ans plus tard. Parce que le Rafale n'exigeait ni l'accord de Berlin, ni celui de Londres, ni celui de Madrid, ni celui de Rome pour être livré. Un seul vendeur, un seul décideur, aucun veto caché. L'Arabie Saoudite offre un exemple encore plus accablant
de ce que la dépendance envers un fournisseur multiple signifie concrètement. En 2019, Riyad veut commander 48 Eurofighter Typhoon supplémentaires pour remplacer ses vieux Tornado. Le Royaume-Uni veut vendre, l'Italie veut vendre, l'Espagne veut vendre. L'Allemagne dit non. Berlin bloque l'exportation au nom de sa politique restrictive en matière de vente d'armes après l'affaire Khashoggi. Un seul gouvernement parmi les 4 partenaires du consortium suffit pour geler l'ensemble du contrat. BAE Systems à Londres a le contrat en main. Airbus à Munich a les chaînes d'assemblage prêtes. Riyad attend ses avions. Et un parlement étranger à des milliers de kilomètres du golfe Persique décide que le premier client arabe de l'Eurofighter n'obtiendra pas ses chasseurs. 6 ans de blocage, 6 années pendant lesquelles 3 des 4 partenaires du consortium supplient le 4e de lever son veto. 6 années pendant lesquelles Riyad comprend que l'achat d'un chasseur européen multinational revient à soumettre sa défense nationale aux humeurs du Bundestag. Puis il y a la Colombie, le cas le plus récent et le plus directement comparable au Pérou. En avril 2025, le président Gustavo Petro annonce le choix du Gripen suédois pour remplacer la flotte colombienne. 17 appareils pour un budget annoncé de 1,9 milliard de dollars. 7 mois plus tard, au moment de la signature, le montant total a explosé entre 3,1 milliards et 4,4 milliards d'euros selon les sources. Le coût unitaire est passé de 112 millions à plus de 200 millions de dollars par appareil. Un monomoteur léger vendu au prix d'un bimoteur lourd. Et le moteur qui propulse ce Gripen colombien est un General Electric F414 fabriqué aux États-Unis, soumis à la réglementation ITAR. La Colombie a payé le prix d'un chasseur souverain pour recevoir un chasseur captif dont chaque pièce de rechange dépend d'une autorisation signée à Washington. Mais le cas péruvien dépasse tous ses précédents par un élément que ni la Grèce, ni l'Arabie Saoudite, ni la Colombie n'ont connu, la brutalité publique. Quand Berlin a bloqué les Eurofighters saoudiens, la décision a été transmise par voie parlementaire. Quand Athènes a annulé sa commande, le processus a suivi les canaux diplomatiques classiques. Au Pérou, l'ambassadeur des États-Unis a menacé un gouvernement allié sur les réseaux sociaux en temps réel devant des millions de personnes au nom du président américain. Il n'y a pas eu de note diplomatique confidentielle, pas de démarche discrète, pas de canal de négociation privée. Bernie Navarro a ouvert son application et a dit au monde entier ce que Washington fait habituellement en coulisses. Et dans chacun de ces cas, le même schéma se reproduit avec une régularité mécanique. Un pays veut acheter, un fournisseur étranger contrôle, conditionne, bloque ou menace. Le client obtient un chasseur dont le cœur, le moteur, le logiciel ou la chaîne de décision dépendent du bon vouloir d'une capitale étrangère. Et quelque part en France, un constructeur observe tout cela en silence parce que son carnet de commandes n'a jamais été aussi plein et que son téléphone ne cesse de sonner. En 1986, le Pérou reçoit ses premiers Mirage 2000P commandés à Dassault Aviation. Ces chasseurs français remplaceront les vieux Mirage 5 déjà en service dans la Fuerza Aérea del Pérou et deviendront l'épine dorsale de la défense aérienne péruvienne pendant 4 décennies. 40 ans de service. 40 ans pendant lesquels ces appareils ont volé au-dessus des Andes, patrouillé le long des frontières avec l'Équateur et le Chili, participé à des exercices internationaux sur 3 continents. 40 ans pendant lesquels Dassault n'a jamais menacé Lima. 40 ans pendant lesquels aucun ambassadeur français n'a publié de message sur les réseaux sociaux pour exiger quoi que ce soit au gouvernement péruvien. 40 ans pendant lesquels aucun ministre péruvien n'a démissionné à cause d'un contrat français. Et ce sont ces mêmes Mirage 2000 que le Pérou s'apprête à remplacer par des F-16 américains achetés sous la pression d'un ambassadeur qui menace sur Twitter. L'ironie est d'une cruauté que les historiens de l'aviation militaire apprécieront dans les décennies à venir. Le pays remplace un chasseur qui ne lui a jamais causé un seul problème diplomatique par un chasseur dont le contrat d'achat a déjà provoqué la démission de 2 ministres et la pire crise politique entre Lima et Washington en 2 siècles de relations bilatérales. Et l'avion n'est même pas encore livré. Les premières livraisons ne sont attendues qu'en 2029. 3 ans de dépendance logistique, de formation de pilotes sur le sol américain,
de transfert de documentation technique contrôlée depuis Fort Worth avant que le premier F-16 péruvien ne touche la piste de l'Adjoya dans le département d'Arequipa. 3 ans pendant lesquels chaque paramètre du contrat pourra être modifié unilatéralement par Washington si les relations politiques entre les deux pays se dégradent. L'ambassadeur Navarro l'a dit lui-même avec une franchise que ses supérieurs auraient peut-être préféré éviter. Le même package ne sera pas disponible dans quelques semaines. Lockheed Martin le confirme dans son propre communiqué. Les contrats fournisseurs maintiennent les coûts pour une période limitée, ensuite les prix augmentent. En d'autres termes, le prix payé par le Pérou aujourd'hui n'est garanti que si Lima obéit au calendrier fixé par Fort Worth. Le moindre retard, la moindre hésitation, le moindre changement de gouvernement et la facture augmente automatiquement sans que le Pérou ne puisse y faire quoi que ce soit. Pendant que Lima se débat dans ce piège contractuel, Éric Trappier n'a pas décroché son téléphone pour appeler le Pérou. Il n'a pas publié de communiqué regrettant la décision péruvienne. Il n'a pas envoyé de contre-proposition de dernière minute. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est de l'arithmétique. Le carnet de commandes de Dassault Aviation affiche 220 Rafales en attente de livraison, 46 milliards 600 millions d'euros de contrats signés. L'Inde négocie 114 appareils supplémentaires dans le cadre du plus gros contrat d'aviation de combat jamais envisagé dans l'histoire. Les Émirats arabes unis attendent leurs 80 machines. L'Indonésie reçoit ses premiers exemplaires. La Grèce prépare une deuxième commande. La Serbie attend ses 12 appareils neufs. L'usine de Cergy, ouverte en septembre 2025, tourne déjà à plein régime et la cadence de production monte vers 5 appareils par mois à l'horizon 2030. Le problème de Dassault Aviation en 2026 n'est pas de trouver des clients, c'est de construire assez vite pour satisfaire ceux qui font déjà la queue. Et aucun de ces clients n'a été menacé par un ambassadeur français sur les réseaux sociaux. Aucun n'a vu ses ministres démissionner à cause d'un contrat Rafale. Aucun n'a appris par la radio nationale que la France avait changé les termes de l'accord. Aucun n'a reçu un message du Quai d'Orsay menaçant d'utiliser tous les outils disponibles pour protéger les intérêts de la République. Parce que la France ne vend pas ses chasseurs avec une laisse. Elle les vend avec une clé. La clé du moteur, la clé du radar, la clé du logiciel de mission, la clé de chaque arme accrochée sous chaque aile. Le jour où le Pérou recevra son premier F-16 Block 70, un technicien de Lockheed Martin sera présent sur la base de l'Arroya pour superviser chaque test et chaque mise à jour. Le jour où un client reçoit son Rafale, il reçoit un avion complet et la porte de l'usine de Mérignac se referme derrière lui. Le Pérou a fait son choix. 10 pays sur 4 continents ont fait le leur. Et chaque fois que Washington menace un allié pour lui vendre un chasseur, chaque fois qu'un ambassadeur américain publie un ultimatum sur les réseaux sociaux, chaque fois qu'un ministre démissionne parce que son propre gouvernement a plié sous la pression de Fort Worth, le téléphone de Mérignac sonne une fois de plus. Pas celui du département commercial, celui du bureau d'études. Parce qu'il faut dessiner un Rafale de plus pour un pays qui vient de comprendre la différence entre un fournisseur et un maître.